Écrivain primé, Grand Prix du roman de l'Académie française et surtout journaliste multicarte qui a travaillé à peu près partout dans tous les journaux, toutes les radios, toutes les télévisions. Bonjour Fogg, Franz-Olivier Bonjour. Gisbert, comme on dit. J'ai pas encore travaillé à TV5. Alors ça y est, ouais. en fait c'est... Ouais. Pardon, ça n'est par contre pas rémunéré, vous êtes là à titre bénévole. Bernard Tapie. Oui, de toute façon, aucun problème. Est-ce que Bernard Tapie connaît le bénévolat? Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose sans intérêt, sans argent? Il en a fait, par exemple, les écoles de vendeurs. C'est génial, d'ailleurs, c'est le concept de l'école des vendeurs. Voilà, il faut apprendre aux gens à vendre. Le commercial, c'est vachement important. D'ailleurs, on trouve vite du boulot quand on est dans le commercial. Oui. Et il y a quand même un truc au départ, c'est pas parce qu'on a du bagou qu'on vend bien. Vous pouvez être, petit, fragile, faible, vous pouvez bégayer, vous pouvez être d'une timidité extrême et vendre très bien. Et il le prouve et il le montre. Et il envoie comme ça des tas de vendeurs avec des profils très différents. Parce que vendre, en fait, il explique à ses élèves, enfin, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de vendeurs, et il leur explique, des milliers de personnes sont sorties de ces écoles, et il leur explique, c'est dans les années 90, hein, c'est un temps qu'on a déjà oublié, et il leur explique que, voilà, il suffit, pour convaincre, il suffit d'acquérir la confiance de l'autre. Oui, parce que vous publiez ce bouquin, Franz-Olivier Gisbert, qui s'appelle Leçons de vie, de mort et d'amour, Bernard Tapie. Et alors, justement, je voulais juste dire, ça n'est pas le type assoiffé d'argent, l'homme d'affaires, l'affaire évidemment Adidas, Crédit Lyonnais, uniquement, c'est un autre Tapie. Et finalement, vous dites, c'est un Tapie que j'aime. Oui, bien sûr. C'est le Tapie derrière l'apparence. Vous savez, moi, au départ, je suis pas tapiste, puis je n'ai pas vocation à être tapiste. Parce que moi, mon modèle dans la vie, c'est Giono, vous voyez, c'est Camus, ce sont mes grands modèles. Donc, pour moi, c'est pas du tout un modèle. Et je suis arrivé un peu par hasard dans sa vie. À l'époque, j'ai dirigeais les journaux, les rapports avec lui pouvaient être compliqués quand il y avait des papiers. C'est Mitterrand qui pour quelque chose là-dedans. Mitterrand me dit un jour... Vous devriez voir ce garçon, je ne sais pas très bien comment il dit, oui, peut-être, pas ce type, c'est une expression que Mitterrand n'employait pas, peut-être. Vous devriez le voir, on va en faire quelque chose, il va aller loin. Il voyait, à mon avis, un Tapie plutôt centre-gauche, avec à la tête d'un grand parti. D'ailleurs, il est allé aux radicaux de gauche, et c'était l'époque, vous savez, il était un peu déçu par le Parti socialiste, il trouvait que Fabius, ça ne le faisait pas, que Jospin, ça ne le faisait pas. Il ne le disait pas comme ça, mais on voyait bien qu'il était un peu déçu par ses fidèles. Il voulait absolument pas que ce soit Rocard. Et puis, il aimait beaucoup Mauroy, mais il disait toujours, mais Mauroy, le problème, c'est que ça n'intéresse pas à Paris. Ouais. Il veut toujours retourner à Lille. Il s'intéresse qu'à Lille. Il veut être maire de Lille. Pour être président, quand même, c'est intéressant. Mais non, il veut être maire de Lille. Alors, Nanard, qui va contrer le Front National. Il y a Marseille. Il y a évidemment le foot. Il y a tout. D'abord, je voudrais quand même dire, Franz-Olivier Gisbert, c'est vrai que Tapie a lu le bouquin, parce qu'il faut dire que vous l'avez fait avec lui pendant 3 ans de collaboration. Enfin, et qu'il a dit... Non, c'est très très long. Tapie comme ça, c'est un... Enfin, c'est très, très... Non, mais c'est vrai c'est très long. Ça a mis 6 ans. Ça a mis 6 ans. Mais oui. Mais... pourquoi? Parce que je raconte un peu le making-of. Au début, on décide de le faire. D'abord, c'est une autobiographie de lui. C'est donc un livre signé de lui. Je serai son nègre. J'étais le nègre de Mendès France ou de Chaban-Delmas. Pourquoi pas le nègre de Tapie? Et puis voilà, puis on n'en parle plus. Et puis, au bout de quelques semaines, ça marche pas parce qu'il veut pas répondre à aucune question personnelle. Bon, très bien. Allez, on s'engueule, c'est fini. Bon. Et puis, 2 ans après, il a son cancer, il pense peut-être à la transmission, et puis on remet ça en route. Et puis, au bout de quelques semaines, on arrête à nouveau parce que il veut pas répondre à mes questions, quoi. C'est tout. Parce qu'il n'aime pas répondre aux questions personnelles. Chaque question personnelle est une agression. Quand je trouvais un truc, je essayais de vérifier avec lui. Et il me disait, mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui t'a dit ça? Comme si j'avais pas le droit de savoir. Il savait pas que les journalistes ont des petites souris comme ça en permanence. Enfin, il savait pas. Il aurait dû le savoir depuis longtemps. Mais de toute façon, on est tous fabriqués pareil, quoi. Et puis, oui, il va voir le bouquin. Vous allez lui montrer. Après, justement, le deal était quand même qu'il relirait les guillemets. Évidemment, je ne vais pas après m'emmerder à découper les guillemets dans un livre comme ça. Il y a beaucoup de guillemets, mais je veux pas non, je lui envoie la totalité. Et là, de toute façon, il y a des passages entiers qui le rendent, qui déplaisent énormément. Oui. Donc, vous les enlevez, vous oui, j'en ai enlevé. Mais il en reste quand même beaucoup, puisqu'apparemment les gens se marrent en le lisant. Mais parce que c'est des intrusions dans sa vie privée. Il y en a tellement dans ce livre.
c'est vrai que c'est accablant. Il y a tellement d'intrusions. Pour ça qu'il a dit qu'après avoir lu les premières pages, j'ai eu envie de vomir. Parce que, il a dit, j'ai lu les 4 premières pages, je me suis arrêté parce que j'avais envie de vomir. Voilà ce qu'il a dit de votre bouquin. Parce que je raconte des choses qu'il ne voulait pas qu'on raconte. Par exemple, sur son... finalement, il a laissé, mais sur Dieu, son rapport à Dieu. Ce côté incroyable. Bernard Tapie, n'imaginez pas Bernard Tapie qui prie quand même tous les jours. Il prie à genoux. Hein, surtout 5 minutes, parfois 1 heure. Plus l'espèce de rapport. Qu'il pense que peut-être ça va s'arrêter parce qu'il a un cancer. Non, depuis toujours. Il prie. Vous savez pas non plus que Bernard Tapie, il a été violoniste presque prodige pendant... et qu'il a même eu un prix reconnu. Enfin, c'est ça. Enfin, il y a des tas de facettes comme ça, totalement inconnues, qui sont extrêmement étonnantes. La petite Zora. Oui. Ça, c'est petite marocaine. C'est il n'a jamais voulu qu'on le sache. Racontez-nous. Parce que par exemple, n'importe qui d'autre, il avait fait faire 20 pages dans Paris Match sur cette histoire-là. Mais non, pas du tout. Une petite marocaine. Quand je l'apprends, il m'engueule, comme si ça me regardait pas. Non, une petite marocaine atteinte d'un cancer qu'il va prendre sous son aile. Absolument. Il va prendre même à son domicile. Elle lui a écrit une lettre très émouvante. Qui est arrivée. Qu'il ne connaît pas au départ. Qu'il ne connaît pas, en disant elle a un cancer terminal. Et elle est à l'hôpital de Boulogne. Ses parents sont restés à l'Est. Il n'a pas les moyens, vous imaginez bien les conditions de vie. C'était des immigrés. Et il va la voir avec sa femme, Dominique. Et puis il décide tiens, on va l'adopter. On va l'adopter avec l'accord des parents, bien sûr, qui était évidemment OK. Et elle vit avec eux. Ces derniers mois, même un peu plus que ça, et il l'emmène en vacances au Maroc, il l'emmène en vacances avec au sport d'hiver. Et Laurent, il en parle comme si c'était, il était élevé comme sa petite sœur avant de mourir. Ça, il ne veut pas qu'on le sache. Oui, jamais. C'est Tapie. C'est une histoire quand même qui est très ancienne, qui aurait pu être racontée 50 fois, mais non, ça c'est terré, ça garde. Donc il reste ça, et c'est ça qui est touchant chez Bernard Tapie, c'est que il a été décrit pendant des années comme un monstre. Et en fait, il n'a jamais voulu... et d'ailleurs, ce que je fais là, ça relève presque du viol. Il se sent violé, agressé, que j'ai raconté ça. Et parce que moi, je fais tout mon métier. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est... Principalement, ce qui m'intéresse, comme tous les journalistes, c'est ce qu'on cherche à vous cacher. Que ce soit des vilaines choses ou des belles choses. Mais ce qui est formidable, c'est que ce livre-là, qui figure dès maintenant parmi les livres les plus vendus, là, en ce moment, ce qui montre l'intérêt qu'on porte, que Tapie fascine. Et là, encore plus, parce que il est dans un état... D'ailleurs, est-ce que vous avez des nouvelles Oui, ça va, il se bat toujours, il tient toujours, c'est incroyable. On ne comprend pas. Il passe quand même beaucoup de temps à l'hôpital maintenant, il va, il vient, vous savez, et puis ce que je raconte, il signe tout de suite des décharges parce qu'à peine opéré, déjà reparti, et c'est comme ça, quoi. Il y a quelque chose il y a une vitalité, une énergie, un amour de la vie. Moi, je suis fasciné par l'amour de la vie. C'est pour ça que je dis toujours, une de mes grandes devises, c'est celle de Sénèque, hâte-toi de vivre et vis chaque jour comme une vie en soi. La vie, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est ce que nous apprend la philosophie. De Nietzsche, il y a cette autre phrase de Nietzsche aussi, ce qui vous tue pas vous renforce. Enfin, il est, comment dire, il illustre un peu des grandes phrases de ce type. Et je crois que ce qui fascine, c'est ça, avec la dimension du rêve. C'est-à-dire quelqu'un qui va travailler dans tous les domaines, qui va par-ci par-là, et qui à chaque fois réussit parce que voilà, il a osé, il l'a fait. Vous savez, c'est l'histoire du fou de Marcel Pagnol. Enfin, il a piqué ça d'ailleurs à Mark Twain. Mark Twain, je crois, disait que c'était un fou et Pagnol un imbécile. Il est arrivé et puis tout le monde disait que c'était impossible et puis il l'a fait. Voilà. Et c'est ça. Et il arrive, il rentre dans le Tour de France 1 an après. C'est la dernière fois. Je vous signale qu'un Français, c'était Bernard Hinault, a gagné le Tour de France en 1985. L'OM, c'est resté évidemment légendaire. C'est extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs que vous l'appelez leçon de vie. De mort et d'amour. Leçon de mort. Leçon de mort, c'est regarder la mort en face, la maladie en tout cas, le cancer, et puis tenir. Et puis tenir, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Faire du sport alors que le corps s'affaiblit, mais justement pour le maintenir. Il est indestructible. Il veut donner cette image de lui. C'est pas une image, c'est comme ça. Puis on voit bien par moments, il y a 2 ans, je me souviens de le voir, il souffrait, on voyait vraiment, il souffrait énormément, et il continuait à bouger, à s'agiter, à courir dans tous les sens, voilà, pour rester vivant. Mais c'est tellement beau la vie. On va pas la laisser tomber comme ça. Et je comprends. C'est pour ça que j'appelle ce livre, j'ai appelé ça Leçon de vie, de mort et d'amour. C'est pas un livre habituel sur Tapie où on explique. C'est autre chose. C'est des leçons pour nous tous.
Voilà. Et parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses à son contact. Des choses à faire, des choses à ne pas faire, vous voyez. Bon, et puis des choses aussi à ne pas faire. Oui, c'est vrai qu'il s'intéresse aux chiffres de vente du bouquin. Oui, absolument. Oui, mais ça va pour lui, alors donc il est content. Non, il vous demande, il vous dit, moi, j'étais pas sûr, vous voyez, parce que bon, quand on a travaillé longtemps sur un livre, à la fin... Voyez, donc il est content. Oui, évidemment. Bah, ça lui fait plaisir d'être aimé, d'intéressé, d'être toujours celui dont... Je crois qu'il a toujours eu besoin des autres. Hein. C'est-à-dire qu'un des plus beaux moments de sa vie, c'est quand même le lendemain de la victoire de l'OM en Coupe des Champions d'Europe. C'est quand même un truc qu'il a, marqué énormément. Parce qu'entre l'aéroport et Marseille, la ville, il y avait des foules énormes. Les enfants, les chiens. Il a besoin des autres. Et je pense que quand la maladie était arrivée aussi, il avait besoin des autres. Toute personne qui avait un cancer, c'est que même si on est seul face à la maladie, on a besoin des autres. Moi, je sais, j'ai vécu ça comme ça. J'avais besoin des autres. Et lui, il a besoin de plus de gens possible pour se battre et pour vaincre. Oui, un sacré type quand même. Eh oui. On peut dire ça. Je veux dire, si on peut résumer tout ça, France. Sacré numéro, moi, c'est. Oui, c'est pas beaucoup comme ça. Non. Ni dans la vie politique, ni dans la vie tout court. C'est un type incroyable. Improbable. Ouais. Et puis, vous savez, il y a évidemment, c'est quelque chose qui fascine aussi toujours, c'est la résurrection. Cette façon comme ça, non pas de rebondir, mais de ressusciter, même carrément, régulièrement. Il sort de prison, allez hop, il retrouve du boulot, tout de suite, acteur, etc. Il remplit les salles, enfin, vous voyez, c'est toujours ça. En fait, c'est un roman d'Alexandre Dumas. Pas le conte de Monte Cristo, parce que ça a déjà été fait, mais vous voyez, on pourrait trouver une couverture avec, présenter ce livre un peu. C'est une histoire d'Alexandre Dumas. Et vous voyez, sa vie, d'où ça vient. Et puis toujours le petit Gavroche, au départ. C'est le Gavroche du 93. Alors, on nous rebat les oreilles sans arrêt avec la Seine-Saint-Denis. Eh ben lui, voilà, il vient d'un taudis, un petit taudis, il vivait avec ses parents et son frère, à 4, donc, dans 20 mètres carrés. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Bon, et puis il y avait une bassine pour se laver, évidemment. Il n'y avait pas de douche ni de tout ça. Et puis la bassine, on la remplissait par l'évier. Il sait que le peuple. Il sait ce que c'est. Et puis il reste toujours là-dedans. C'est-à-dire quand il y a eu les gilets jaunes, moi ça me frappait beaucoup. C'est disait nous. Vous voyez, ça revenait, les racines revenaient comme ça régulièrement. Même évidemment s'il a essayé de s'en extraire, parce que Macron nous a parlé des premiers de cordée. Lui, c'est clair qu'il était même pas d'ailleurs dans les derniers cordées. Enfin, quand on vient comme lui d'où il vient, il était très très bas. Mais il a compris un jour, je peux peut-être monter et doubler tout le monde. Il a compris d'ailleurs au service militaire. Au service militaire, il s'est dit mais je suis pas plus con que ces gens. Oui, parce qu'il bizarrement, il se retrouve chez l'école des officiers. Finalement, il veut pas la faire parce que. Puis finalement, oui. Donc il se retrouve là, puis il se dit mais finalement, je suis peut-être pas plus con que les autres. Puis voilà. Puis après, la saga commence. Vrai roman. Allez, oui, c'est un roman, absolument. Leçon de vie, roman d'aventure. De mort et d'amour. Roman d'aventure, signé Franz-Olivier Gisbert. Je dirais même, parce qu'il y a des morts symboliques comme ça régulièrement, et après ça repart. Donc il y a aussi un suspense. Oui. Et ça n'est pas fini. Et ça n'est pas fini. Ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Merci Franz-Olivier Gisbert d'avoir été avec nous.